Vous écoutez Les phénomènes de hantise, un livre écrit par Ernest Bozano et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Chapitre 1. Introduction. Parmi les phénomènes supranormaux ou métapsychiques, ceux de hantise sont les plus fréquents et les plus généralement connus. Il en est question dans les chroniques de tous les peuples, depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours. Les explorateurs en trouvent partout des traces, aussi bien parmi les Esquimaux du Groenland que parmi les aborigènes de l'Afrique, chez les peaux-rouges des montagnes rocheuses comme chez les indigènes de la Micronésie. Toutes les langues, tous les dialectes possèdent des termes pour les désigner. Afin de les définir, nous dirons que les phénomènes de hantise comprennent cet ensemble de manifestations mystérieuses et inexplicables dont le trait caractéristique essentiel est de se rattacher d'une façon spéciale à un lieu déterminé. Dans leur forme auditive, ils comprennent toutes sortes de sons sans cause apparente, depuis des coups et craquements de différentes intensités jusqu'à des bruits imitant la chute de meubles ou le bris d'objets de ménage, tels que bouteilles, vaisselle, vitrages. On croit entendre se fermer violemment des portes et des fenêtres, traîner de lourds objets sur le sol, comme des tonneaux ou autres ustensiles roulants, des chaises furieusement secouées, de grosses ferrailles s'écrouler avec un tapage infernal. En d'autres cas, ce sont des sons et des bruits qui semblent de provenance humaine, surtout des pas mesurés qui parcourent un couloir ou qui montent et descendent un escalier. Plus rarement, on perçoit un étrange froufrou de robes de soie passant et repassant devant les assistants, ou l'écho de cris plaintifs, de gémissements déchirants, de sanglots, de soupirs, de murmures, de mots et de phrases articulées. Il arrive même parfois d'entendre des passages de psalmodies liturgiques, de chants, de chœurs, de concerts musicaux, en des lieux anciennement destinés à des exhibitions analogues. L'observation nous montre que ces sons, ces bruits, sont en partie subjectifs ou hallucinatoires et en partie objectifs ou réels. Ceux de nature subjective sont cependant de beaucoup les plus fréquents. En effet, les portes et les fenêtres dont on entend les claquements restent assez souvent fermées. Les meubles qui se renversent, la vaisselle qui se brise, sont retrouvés intacts à leur place. En certains cas, des tapages jugés assourdissants par les personnes qui les perçoivent ne sont même pas entendus par quelques-uns des assistants. Par contre, il n'est pas rare qu'il se produise des sons et des bruits incontestablement objectifs, puisqu'on constate que les portes et fenêtres se sont réellement ouvertes ou qu'on les a surprises au moment même où elles claquaient. On retrouve les meubles déplacés ou renversés, la vaisselle en morceaux, ou bien tous les assistants perçoivent simultanément des sons, des bruits, des gémissements qui deviennent parfois si formidables que des passants ont pu les entendre à des distances considérables. Il faut donc enregistrer l'existence de sons à perception collective et d'autres à perception élective. Les premiers sont généralement réels, les deuxièmes ne peuvent être qu'hallucinatoires, bien que tout tende à prouver que les sons hallucinatoires tirent leur origine de conditions positivement extrinsèques. Dans leur forme visuelle, les phénomènes de hantise comprennent des manifestations lumineuses et des apparitions de fantômes. Les manifestations lumineuses sont assez fréquentes. Les plus souvent, ce sont des clartés diffuses, illuminant les lieux de façon à rendre visible le fantôme qui se montre, ou bien ce sont des lueurs émanant du fantôme lui-même. Elles prennent, en certains cas, l'aspect de lumière sphéroïdale au contour indécis, qui parcourent rapidement une courte trajectoire, puis s'évanouissent. Plus rarement, elles empruntent la forme de lumière globulaire au contour précis et persistent longtemps en planant en l'air. Il y a enfin des cas où la lumière proviendrait d'une bougie ou d'une petite lampe de nature hallucinatoire, portée en main par le fantôme, ou encore de tisons, non moins hallucinatoires, d'une cheminée éteinte et près de laquelle le fantôme se tient accroupi. Les fantômes visualisés, sauf quelques apparitions d'animaux, revêtent toujours une forme humaine. Loin de se montrer entourés du blanc linceul spectral dont il est question dans les vieux contes, ils paraissent vêtus des costumes de l'époque à laquelle ils vécurent. Généralement, ils se présentent d'une manière si réaliste qu'on pourrait les croire vivants. Quelquefois,
ils se montrent distinctement, mais transparents. En d'autres cas, ils ne sont que des ombres avec forme humaine. La plupart du temps, ils semblent entrer par une porte, poursuivre leur chemin et entrer dans une autre chambre, où ils disparaissent. Mais souvent, ils apparaissent subitement et s'évanouissent sur place comme de la vapeur. Ou même, ils s'en vont en passant à travers une muraille ou une porte fermée. Parfois ils marchent, d'autres fois ils glissent, suspendus en l'air. Dans la plupart des cas, ils se manifestent durant une longue série d'années, par intermittence, avec de longues périodes de relâche et en certaines circonstances à des dates fixes. Mais généralement, la durée de la hantise ne dure que quelques années et souvent quelques mois, ou même seulement quelques jours. Leur manifestation est presque toujours précédée par le sentiment vague d'une présence qui saisit le percipient et l'amène à se retourner du côté où se trouve le fantôme. Si celui-ci s'approche, le percipient ressent comme une sorte de vent glacé. L'un des traits caractéristiques les plus fréquents que présentent les fantômes, c'est leur apparente indifférence vis-à-vis des vivants qui les contemplent, ou plutôt leur apparente ignorance du milieu dans lequel ils se trouvent. Ils montent un escalier, traversent un corridor, pénètrent dans une chambre sans aucun but manifeste et sans se soucier des personnes qu'ils rencontrent. Ou bien, ils vaquent à quelques fonctions domestiques, font des gestes de désespoir, s'accroupissent à côté du feu, en des conditions évidentes de absence psychique, comme si les actions qu'ils accomplissent se déroulaient par automatisme somnambulique. Tout cela n'empêche aucunement que cette règle comporte de nombreuses exceptions dans lesquelles le fantôme montre apercevoir les assistants, auxquels il s'adresse souvent intentionnellement par des gestes et des paroles, circonstances qui compliquent considérablement le problème à résoudre. En ce qui concerne les phénomènes visuels, il nous faut répéter ce que nous avons dit au sujet des fantômes auditifs, à savoir que la perception des lueurs et des fantômes peut revêtir un caractère collectif ou un caractère électif dans le premier cas, tout prouve qu'il ne s'agit pas toujours de manifestations purement subjectives. Dans leur forme tactile, les phénomènes de hantise sont rares et peu variés. Il s'agit alors de sensations de poids ou de pression sur quelque partie du corps, correspondant à la présence ignorée d'un fantôme assis sur le lit du percipient ou exerçant une pression sur sa personne. Ce sont des mains glacées et gluantes qui étreignent, palpent, s'introduisent entre les draps et le corps. Dans une série de cas fort connus et suffisamment documentés, les mains fantomatiques qui serrèrent les percipients au poignet ou qui touchèrent les objets environnants auraient laissé des empreintes indélébiles de brûlure, comme s'il s'agissait de mains enflammées. Quant aux phénomènes de forme olfactive, ils sont encore plus rares que ceux tactiles et varient depuis la puanteur cadavérique en rapport avec un drame de sang ou un cadavre non enterré, jusqu'au parfum de violette rappelant un gracieux épisode survenu au lit de mort du défunt qui se manifeste. Dans leur forme physique, outre les phénomènes auxquels nous avons déjà fait allusion, de meubles qui se déplacent, de fenêtres et portes qui claquent, de vaisselle qui se brise, il s'agit très souvent de sonnettes qui ne cessent de s'agiter bruyamment sans cause apparente, même après qu'elles ont été isolées par la suppression des cordons et des fils. Tout aussi fréquents sont les cas de pluie de pierres, présentant des traits caractéristiques fort remarquables, comme lorsque les pierres parcourent des trajectoires contraires aux lois physiques, ou s'arrêtent en l'air, ou tombent lentement, ou frappent avec une dextérité non commune un but déterminé, ou heurtent sans faire de mal, ou bien sans rebondir ensuite, comme si elles étaient empoignées par une main invisible, ou comme lorsque ces pierres se trouvent être chaudes, voire même brûlantes. En d'autres circonstances, les draps sont violemment arrachés des lits de personnes couchées, ces dernières étant soulevées et déposées doucement sur le sol, si toutefois les lits eux-mêmes ne sont pas renversés. Plus rarement, on a des chutes abondantes d'eau, de boue, de cendres, des disparitions soudaines d'objets qui sont restitués plus tard d'une façon tout aussi mystérieuse. Moins fréquemment encore se produisent des phénomènes persécuteurs au cours desquels les vêtements s'allument sur la victime désignée. Le feu prend même quelquefois au lit sur lequel elle est couchée, à la maison qu'elle habite. Dans ces cas, il arrive d'assister au dégagement par en bas
d'étincelles bleuâtres pétillantes qui foncent sur la victime, sur le lit, sur la maison. Telles sont les principales formes des phénomènes de hantise, d'où il ressort qu'ils comprennent deux catégories radicalement différentes de manifestations. D'un côté, celles subjectives ou hallucinatoires, de l'autre celles objectives ou physiques. Et si l'on analyse les traits caractéristiques de chacune de ces deux catégories, on remarque entre elles d'autres différences importantes, consistant en ceci que les phénomènes de hantise de forme subjective persistent longuement, coïncident d'habitude avec quelque événement de mort qui s'est produit dans les lieux hantés et sont marqués par des apparitions de fantômes. Tandis que les phénomènes de forme objective sont de très courte durée, ne coïncident que rarement avec des cas de mort et ne sont presque jamais accompagnés d'apparitions de fantômes. En outre, ils offrent ce caractère distinctif d'être en rapport direct avec la présence d'un sensitif. En d'autres termes, les premiers semblent des phénomènes de nature plutôt télépathique, les seconds de nature plutôt médiumnique. Ces différences radicales dans la forme des phénomènes en question sont, depuis longtemps, bien connues des personnes s'occupant de recherches métapsychiques qui les partagent en deux catégories différentes et désignent les uns sous le terme de phénomène de hantise proprement dite, les autres sous celui de phénomène de poltergeist, mot allemand composé qui signifie littéralement « esprit tapageur ». Au cours de cet ouvrage, je me conformerai donc aussi à ces subdivisions et à ces termes consacrés par l'usage, bien que les phénomènes de la deuxième catégorie puissent être plus justement appelés phénomènes de hantise médiumnique. Maintenant, je m'empresse de formuler une restriction relative à cette subdivision des phénomènes de hantise en catégories, subdivision qui, bien que légitime et opportune au point de vue de la clarté, doit être, toutefois, considérée comme provisoire et conventionnelle. En effet, si, au lieu d'envisager les phénomènes tels qu'ils apparaissent aux limites extrêmes d'une classification des cas, on se prenait à analyser séparément tous les cas, on constaterait que, pour la plupart, ils contiennent des phénomènes subjectifs et objectifs entremêlés les uns aux autres, de telle façon qu'on ne tarderait pas à reconnaître que la seule différence entre les deux catégories consiste en ceci: que dans l'une, on trouve réunies les manifestations en majorité subjective, dans l'autre, celles en majorité objective. Quant à l'existence de cas extrêmes exclusivement subjectifs ou objectifs, elle ne serait guère de nature à modifier ces conclusions, comme l'existence d'exceptions ne suffit pas à détruire une règle. Il est donc légitime de présumer que la phénoménologie des hantises tout entière n'offre en réalité qu'un caractère unique. En ce cas, même au point de vue théorique, on devrait dégager en elle un élément de causalité unique, pouvant consister dans la genèse transcendantale de la grande majorité des phénomènes, avec cette différence que, d'un côté, il se réaliserait par suite d'une action plus particulièrement télépathique, de l'autre côté, par une action plus particulièrement médiumnique. Quoi qu'il en soit, il n'est pas moins vrai que leur subdivision en catégories ne correspond pas au mode de production des phénomènes et qu'elle doit par suite être considérée comme étant purement conventionnelle, ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'elle peut être jugée utile pour faciliter la discussion. Néanmoins, il faut reconnaître que cette promiscuité dans la forme des manifestations est de nature à créer un embarras sérieux à ceux qui se proposent de classer les faits, à telles enseignes que, dans cet ouvrage, j'ai dû me résoudre à enregistrer les cas plus généralement auditifs, par suite, surtout subjectifs, dans la catégorie des phénomènes de hantise proprement dite, en réservant pour la catégorie des phénomènes de poltergeist les cas extrêmes de manifestations positivement objectives. J'observerai à ce sujet que, quand même on adopterait une subdivision différente, en enregistrant parmi les phénomènes de poltergeist les manifestations plus spécialement auditives, en plus des objectives, télékinésiques, en gardant pour l'autre catégorie les manifestations en majorité visuelle avec apparition de fantômes, en ce cas, également, on se trouverait en face des mêmes difficultés parce qu'il existe très peu de cas d'apparition de fantômes non accompagnés de manifestations auditives. Je vais à présent exposer quelques données statistiques laborieusement réunies et qui contribueront plus tard à dégager les traits caractéristiques généraux des phénomènes de hantise.
Je dirais d'abord que les cas de hantise que j'ai jugés suffisamment documentés pour pouvoir être utilisés comme éléments statistiques sont au nombre de 532. Parmi eux, il y en a 491 concernant des locaux hantés et 41 concernant des localités hantées. Ces derniers se trouvent donc dans la proportion de 13% par rapport au premier. J'observerai donc que sur les 532 cas en question, il y en a 374 appartenant à la catégorie des phénomènes de hantise proprement dite et 158 qui concernent les phénomènes de poltergeist. Ces derniers sont ainsi dans la proportion de 28% par rapport au premier. Si l'on examine séparément les catégories, on constate que dans celle des phénomènes de poltergeist, on ne rencontre que bien peu de données statistiques intéressantes. Je signalerai 46 cas de pluie de pierre, 39 cas de sonnettes se faisant entendre spontanément, 7 cas de phénomènes incendiaires et 7 autres cas auditifs dans lesquels des voix humaines réelles appelaient les personnes de la maison ou répondaient à leurs appels ou parlaient longuement et souvent en donnant des conseils et des ordres. Par contre, les données statistiques importantes abondent dans l'autre catégorie des phénomènes de hantise proprement dite, qui est de beaucoup la plus importante. On a pu voir que les cas en question figurent dans ma classification au nombre de 374 sur un total de 532, c'est-à-dire dans la proportion de 72%. On a vu en outre qu'une de leurs principales caractéristiques consiste à se trouver généralement en rapport avec quelque événement de mort, la plupart du temps tragique, s'étant produit dans les locaux ou les localités hantées, alors que les précédents de ce genre ne se rencontrent que rarement dans les phénomènes de poltergeist. La portée théorique de cette singularité me semble tellement importante que je crois utile d'exposer en entier les calculs statistiques qui la confirment, nous montrant que les 374 cas en question peuvent être divisés en plusieurs groupes très distincts et fort suggestifs. Ainsi, par exemple, dans un premier groupe de 180 cas, et sur la base de renseignements presque toujours sûrs et seulement en quelques cas de nature purement traditionnelle, l'origine de la hantise coïnciderait avec un événement tragique s'étant produit dans cet endroit. Dans un autre groupe de 27 cas, l'absence de documentation serait remplacée par la découverte de restes humains enterrés ou murés dans ces lieux. Indice manifeste de drames, de sang, ignorés. Dans un troisième groupe de 11 cas, le précédent se bornerait au fait qu'un cas de décès quelconque s'était produit dans le local. Et dans un quatrième groupe de 26 cas, la personne décédée qui se manifeste ne serait pas morte dans les locaux hantés, mais elle y aurait vécu longtemps. Dans 304 cas sur un total de 374, existerait ainsi le précédent d'un cas de mort, coïncidant avec la hantise. Resteraient 70 cas dans lesquels aucun précédent de mort n'existerait, ou pour être plus exact, dans lesquels on n'en aurait pas connaissance. De toute façon, cette majorité énorme de cas avec précédent de mort sur les autres semble déjà suffisante pour légitimer l'hypothèse d'existence d'un lien plus que probable entre les causes des deux ordres de faits. D'autant plus que, comme il a été dit, les cas négatifs ne sont pas tels, le plus souvent par suite de circonstances bien établies, mais uniquement par manque de documentation. Ainsi, par exemple, les précédents de mort manquent dans plusieurs cas d'habitations très anciennes et depuis longtemps considérées comme hantées, pour lesquelles il est permis de supposer que les origines de la hantise sont tombées dans l'oubli par suite de l'ancienneté et de l'intermittence des manifestations. En d'autres cas, ce sont les rapporteurs qui négligent d'en parler ou qui n'ont pas eu le temps d'accomplir des investigations plus complètes. En d'autres circonstances encore, les cas négatifs peuvent trouver une explication facile dans les réticences intéressées des propriétaires des locaux hantés. Il y a en outre des cas où la hantise s'est déroulée dans un cimetière. On pourrait raisonnablement les enregistrer parmi les cas avec précédent de mort. Dans un cas, le fantôme apparaît avec la gorge coupée, symbole évident de suicide ou de crime. Quelques épisodes, enfin, sont de nature prémonitoire, ce qui devrait les faire exclure du groupe statistique des phénomènes de hantise proprement dite. Dans les 12 cas qui restent,
La hantise se manifeste en des circonstances de lieu et de temps permettant d'affirmer avec certitude qu'aucun événement de mort n'est en rapport avec les locaux hantés. Cette circonstance n'enlève rien à l'importance de la règle énoncée. Celle-ci, de même que les autres règles, est sujette à quelques exceptions qui la confirment indirectement. D'ailleurs, ces exceptions peuvent s'expliquer de différentes manières. En premier lieu, parce que l'existence d'un monde spirituel une fois admise, il n'y aurait aucune raison de ne pas admettre qu'une entité spirituelle puisse se manifester ailleurs que dans les endroits où elle a vécu. Cela ne devrait toutefois se produire qu'exceptionnellement, puisqu'il est tout naturel de penser que les visites de trépassés et les manifestations de hantise soient déterminées en rapport avec la localité où vécut le défunt qui se manifeste. En deuxième lieu, parce qu'on a enregistré des cas très rares, mais bien constatés, de hantise de vivants. Enfin, parce qu'il y aurait des cas susceptibles d'être expliqués par une hypothèse proche de celle psychométrique et dont nous parlerons plus loin. Tels sont les premiers résultats qui semblent ressortir des données statistiques en question. Elles modifient quelque peu les conclusions auxquelles sont parvenus mes éminents prédécesseurs. Mrs. Sidgwick, N. Frank Podmore, le docteur Maxwell, etc., relativement au mal fondé de la croyance populaire selon laquelle les hantises sont en rapport avec des événements tragiques arrivés dans le lieu hanté, croyance qui serait démentie par l'enquête sur les faits. Or, la statistique prouve bien que l'enquête sur le fait ne confirme pas entièrement cette croyance, mais elle la justifie dans la plupart des cas, étant donné que sur 374 cas, il y en aurait 207 coïncidents avec des événements tragiques. Si mes prédécesseurs parvinrent à des conclusions différentes, c'est probablement qu'ils n'ont pas exclu des calculs statistiques les cas de poltergeist, ressortissants du médiumnisme, cas que l'on ne doit pas enregistrer parmi ceux de hantise proprement dite. Enfin, la statistique nous montre bien que, si la croyance populaire ne s'applique pas à un plus grand nombre de cas de hantise, c'est qu'elle ne concerne que les événements tragiques. Il n'en serait pas de même si l'on y ajoutait les événements de mort quelconque. Or, j'insiste pour dire qu'il est scientifiquement légitime de les y ajouter, cette généralisation étant fondée sur des calculs statistiques recueillis en nombre suffisant. Nous croyons même pouvoir affirmer que tous ceux qui, après nous, entreprendront le même travail parviendront nécessairement aux mêmes conclusions. Il est à noter que cette généralisation a été entrevue par quelques-uns de mes prédécesseurs, tels que Dale Owen, Aksakoff, Dacier et Mrs. Sidgwick. Parmi eux, M. Dacier est le plus explicite, puisqu'il affirme que, dans beaucoup de cas, les manifestations d'outre-tombe n'offrent rien de particulier qui indique d'une manière précise leur auteur. Cependant, on ne peut se tromper dans cette recherche, car ces événements sont toujours précédés de la mort d'une des personnes de la maison. Dacier, L'humanité posthume, page 35. Et M. Dale Owen. La leçon que nous devons retirer, c'est que les crimes ne sont pas toujours nécessaires pour attirer les esprits de trépassés à leur demeure terrestre. Il suffit d'une mentalité exclusivement mondaine du défunt, une de ces mentalités qui n'ont jamais consacré une pensée à quelque chose de plus élevé que les préoccupations terrestres, ne se souciant que de l'idée de la propriété, de l'avidité du gain. Dale Owen, Footfalls on the Boundary of Another World, page 3, 113. Et Mrs. Sidgwick. S'il est vrai que les phénomènes de hantise sont en quelque sorte dus à l'action des trépassés qui tâcheraient de se faire reconnaître au moyen de la projection d'un fantôme leur ressemblant, il nous faut persister avec constance dans nos recherches et nous pouvons nous attendre à obtenir tôt ou tard une quantité de preuves de nature à relier d'une façon certaine l'origine de toute hantise avec la mort d'une personne donnée et établir nettement l'identification du fantôme avec la personne décédée. Proceedings of the S. P. R. Vol 3, page 147. Conformément aux données recueillies, les cas auxquels fait allusion Miss Sidgwick et dans lesquels il s'agit d'une ressemblance ou identification entre le fantôme apparu et une personne décédée seraient assez fréquents. En effet, sur 311 fantômes, il y en aurait 76 de reconnus. Il y a mieux. Dans 41 cas, les fantômes, qui n'étaient pas connus, de leur vivant, par les percipients,
ont été ensuite identifiés par des portraits, des descriptions ou par le costume dans lequel ils apparurent. En examinant ultérieurement les données recueillies, je trouve que parmi les 311 cas de fantômes en question, il y en a 114 qui parurent discerner les personnes présentes. Circonstance remarquable, car généralement les fantômes déambulent, gesticulent, s'assoient, travaillent, sans montrer apercevoir les vivants. Cependant, si le fait d'apercevoir les assistants montre déjà chez le fantôme un état apparent de connaissance du milieu dans lequel il se trouve, il ne suffit pas encore à prouver une intention quelconque. Mais il y a des cas dans lesquels l'intention est évidente, bien qu'elle n'ait souvent qu'un caractère étrangement insignifiant. On serait donc porté à supposer qu'il n'y a au fond de cette intention qu'une forme de monoïdéisme post-mortem, absolument analogue au monoïdéisme somnambulique. Les cas dont il s'agit sont, dans notre statistique, au nombre de 91, parmi lesquels se trouvent quelques épisodes où l'intention ressort bien des manifestations physiques, c'est-à-dire en l'absence de tout fantôme. Je note 11 cas dans lesquels l'intention a été exprimée par des coups frappés en succession alphabétique, 21 cas dans lesquels elle s'est manifestée par la parole, 12 cas dans lesquels elle fut exprimée au moyen de gestes de mimique significative, 8 cas où elle est ressortie du fait que les fantômes aperçus furent prémonitoires de mort. Pour les autres, on peut la déduire de l'attitude plus ou moins symbolique prise en des circonstances spéciales par les fantômes. J'observe encore que les fantômes s'étant exprimés en paroles, perçus subjectivement, par aveu des percipients eux-mêmes, furent, en tout 41, sans compter les 7 cas de voix objectives enregistrés parmi les phénomènes de poltergeist. Ce qui ne prouve pas que par le fait de parler, ils aient tous donné une preuve d'une réelle intention, puisqu'il s'agit assez souvent de phrases peu concluantes, qu'on peut surtout considérer comme des automatismes verbaux. Poursuivant l'examen des données, je trouve 39 cas dans lesquels des petits-enfants perçurent les fantômes ou notèrent les bruits et les autres manifestations de hantise, parfois en même temps que les adultes, d'autres fois indépendamment. Je note en outre 59 cas dans lesquels des animaux, chiens, chats, chevaux, oiseaux, perçurent en même temps que l'homme les manifestations fantomatiques, en donnant les signes évidents d'une grande terreur. Par contre, dans 3 cas, les animaux ne parurent ni entendre ni voir. Il y a enfin 9 cas d'apparition d'animaux, chiens, chats, chevaux, porcs, bœufs. Dans 11 cas, les manifestations fantomatiques prennent la forme de spectacles cinématographiques d'événements passés, une route vide de tout être vivant, mais peuplée de passants fantômes en costumes anciens. Localité vue telle qu'elle était à un certain moment historique. Duels, disputes. Et 3 autres cas du même genre sont purement auditifs. Échos bruyants d'un banquet, escalade d'un château, etc. Un petit groupe théoriquement intéressant, constitué de 9 cas, est celui dans lequel les fantômes furent vus réfléchis dans le miroir, ensuite perçus directement. Par contre, il y a un cas où le fantôme s'arrête devant un miroir sans y projeter aucune image. Dans un autre cas, le fantôme, au contraire, projette son ombre sur la paroi. Un autre petit groupe également intéressant est celui dans lequel les manifestations empruntent une forme périodique, c'est-à-dire qu'elles se produisent à une heure ou à une date fixe. J'en ai recueilli en tout 7 cas. Parmi ceux-ci, il y en a 5 où ce sont les manifestations elles-mêmes ou quelques-unes d'entre elles qui se produisent toujours à la même heure. Dans les 2 autres cas, la périodicité des manifestations est limitée à chaque date anniversaire de la mort de la personne qui avait habité les lieux hantés. Je note enfin 6 cas de hantise ayant vraisemblablement pour cause un vivant. J'ai ainsi terminé l'exposé des données recueillies que j'emploierai à la recherche des causes. Reste à énumérer les différentes hypothèses proposées pour expliquer les phénomènes de hantise. Je le ferai de façon que quelques commentaires suffisent ensuite à dégager l'idée directive que je suivrai dans cet ouvrage. Je toucherai d'abord à une idée insoutenable et malgré cela digne d'être rappelée. C'est l'hypothèse de M. Adolphe Dacier qui, en partant de sa conception positiviste de l'univers, conception,
l'empêchant d'admettre l'existence d'une âme survivant à la mort du corps. Et bien qu'ayant eu toutefois des preuves incontestables de la réalité des phénomènes de hantise et du lien originaire qui les relie au décès de personnes habitant dans le lieu hanté, imagina une théorie capable de tourner le prétendu obstacle positiviste en s'efforçant de prouver que les phénomènes de hantise, bien que dus à l'action d'un fantôme posthume sentant et conscient, n'impliquaient pas la survivance de l'âme, puisque tout concourait à démontrer la nature éphémère du fantôme, destiné à se désagréger rapidement sous l'action des forces physiques, chimiques, atmosphériques qui l'assaillaient sans relâche, en l'obligeant à s'évanouir, molécule par molécule, dans le milieu planétaire. Toute opinion doit être accueillie avec déférence, et plus encore lorsqu'elle est exposée par un homme de talent tel que M. Dacier. Malgré cela, l'opinion dont il s'agit est vraiment trop invraisemblable. En effet, comment expliquer qu'un fantôme sentant et conscient puisse survivre à la mort uniquement pour faire une fin si malheureuse? Au point de vue scientifique, le grand problème à résoudre est justement celui de l'existence de fantômes posthumes, sentants et conscients. Si on parvenait à le résoudre dans le sens affirmatif, l'existence et la survivance de l'âme, dans la pleine signification du mot, seraient ainsi prouvées. Il est en effet inconcevable, je le répète, que l'âme survive seulement pour mourir de nouveau. On peut ajouter qu'on connaît des cas de fantômes hanteurs qui persistent à se manifester depuis des siècles, ce qui suffirait à infirmer complètement l'hypothèse de M. Dacier. Restent 3 autres hypothèses, dignes toutes les 3 d'être sérieusement envisagées. La première identifie en fait les phénomènes de hantise avec ceux de la télépathie entre vivants. C'est l'hypothèse proposée par M. Podmore qui, partant de cette théorie que les phénomènes en question doivent être considérés en bloc comme d'origine subjective et hallucinatoire, s'efforça de prouver qu'ils étaient le résultat de l'action télépathique ou de personnes habitant la maison hantée ou de personnes lointaines y ayant vécu dans le passé ou tout simplement de personnes au courant des faits qui, songeant aux événements tragiques arrivés dans ces lieux ou à l'épouvante éprouvée quand elles y vivaient, étaient la cause inconsciente de ce que leurs pensées se transmettaient télépathiquement aux autres personnes qui se trouvaient dans les lieux en question. Ainsi, seraient engendrés les phénomènes de hantise et l'on contribuerait à leur perpétuation. Cette hypothèse, bien qu'étant insoutenable dans l'extension exagérée que lui donna M. Podmore, ne doit cependant pas être complètement repoussée puisqu'il y a des cas et des incidents qui semblent l'étayer. Conformément à la deuxième hypothèse, les phénomènes de hantise s'expliqueraient par une loi de physique transcendantale connue sous le nom de persistance des images, cliché astro des occultistes, empreinte dans l'akasha des théosophes, télesthésie rétrocognitive de Myers. Selon cette hypothèse, les fantômes vus résulteraient d'une sorte d'émanation subtile des organismes vivants se perpétuant dans un milieu habituellement inaccessible à nos sens. La même chose se produirait pour les phénomènes auditifs, puisque, dans le milieu métaéthérique, pour employer le terme créé par Myers, se conserveraient aussi bien les empreintes des sons que celles des formes. Les uns et les autres, en certaines circonstances, seraient susceptibles de se dégager de l'état latent dans lequel ils se trouvent pour produire chez les vivants des phénomènes de perception subjective des événements qui les produisirent. Cette hypothèse, en apparence hardie au-delà des bornes du vraisemblable, semble au contraire avoir des bases solides dans les faits observés. Elle aurait seulement besoin d'être partiellement corrigée de façon à la rapprocher et peut-être l'identifier avec l'hypothèse psychométrique. Néanmoins, elle aussi est bien loin d'être applicable à la majeure partie des phénomènes de hantise. La troisième hypothèse est la spirite, de beaucoup la plus importante, la seule capable d'expliquer tous les cas dont les autres hypothèses ne suffisent pas à rendre compte. Elle est de nature à surmonter toute difficulté, à condition toutefois de renoncer à la version populaire de l'hypothèse en question, selon laquelle, dans les cas de hantise, il s'agirait toujours de l'intervention directe et de la présence réelle des « esprits hanteurs », alors que tout tend à faire supposer que, dans la grande majorité des cas, l'intervention des esprits hanteurs prend la forme de transmission télépathique, consciente ou inconsciente, de leurs pensées,
intensément tournés, à ce moment, vers les lieux où ils vécurent et les événements tragiques qui s'y déroulèrent. Il s'ensuivrait que les fantômes vus dans les maisons hantées seraient de la même nature que ceux télépathiques et à leur tour représenteraient l'agent spiritique auquel ils se rapportent, mais sous forme d'hallucinations véridiques projetées à distance par sa pensée. Cette interprétation, complétée par les considérations du docteur Dupréel sur les monoïdéismes post-mortem, qui seraient la cause principale des phénomènes de hantise, serait de nature à expliquer suffisamment les automatismes si fréquents chez les fantômes hanteurs et théoriquement si embarrassants. Telles sont les hypothèses qui ont été proposées jusqu'ici pour expliquer les phénomènes de hantise. Les quelques commentaires dont je les ai accompagnés suffisent à montrer le concept éclectique auquel je me rapporterai au cours de la recherche des causes. La nécessité de s'en tenir à ce système se dégage nettement et inévitablement de l'investigation comparée des faits ne se prétend pas à rentrer dans le cadre d'une hypothèse unique. À mon avis, l'erreur de bien des chercheurs dans le domaine métapsychique consiste justement à vouloir tout enfermer dans une formule unique. Erreur commune aussi bien aux partisans de l'hypothèse spirite qu'aux défenseurs de l'hypothèse télépathique, subconsciente et médiumnique. On pourrait m'objecter qu'au point de vue de l'abstraction scientifique et philosophique, le fait de résoudre les difficultés en appliquant plusieurs hypothèses à la même classe de phénomènes n'est pas conforme aux postulats de la science et heurte les tendances innées de la mentalité humaine, qui par suite d'une loi psychique inéluctable n'est pas satisfaite tant qu'elle n'entrevoit pas l'unité dans la diversité. Tendance qui a en elle quelque chose d'intuitif et qui, partant, ne pourrait être que l'exposant d'une haute vérité cosmique à laquelle nous devons nous tenir si nous voulons agir conformément à la raison. À quoi je répondrai que je suis pleinement de cet avis? Mon intention n'a pas été de condamner le principe des généralisations unitaires, mais seulement de mettre en garde contre les généralisations trop hâtives, grâce auxquelles ce qui est hétérogène est trop, souvent confondu avec ce qui est homogène et, par conséquent, expliqué par une hypothèse unique ne représentant en réalité qu'une face du prisme vérité. Ce qui empêche de reconnaître que la synthèse unificatrice du prisme se trouve bien plus au fond et qu'on ne peut l'atteindre qu'en tenant compte de l'ensemble de ses faces. Or, la synthèse unificatrice des phénomènes de hantise doit être, à son tour, recherchée dans quelque chose de plus profond que ne l'est le simple fait de les expliquer par une hypothèse unique. On y parviendra en trouvant l'élément commun à tous les phénomènes. Cet élément doit être de nature à coordonner entre elles les différentes hypothèses en question et ne pourrait pas être considéré comme démontré. Dans notre cas, l'élément commun à tous les phénomènes est facile à reconnaître. C'est l'esprit humain dans son double état, incarné et désincarné, élément qui peut admirablement servir à coordonner entre elles les trois hypothèses que nous avons exposées, élément servant aussi à les confirmer. Je termine par quelques mots destinés à expliquer les règles que j'ai suivies dans cet ouvrage, qui ne sera pas un ouvrage de classification comme ceux qui l'ont précédé, à cause de l'énorme quantité de matériaux recueillis et de la longueur excessive de plusieurs parmi les principaux récits. 1 millier de pages n'y suffirait point. J'ai donc été amené à changer de système. J'ai consacré 2 chapitres à l'exposé d'exemples typiques de hantise proprement dite, les faisant suivre d'autres chapitres dans lesquels seront discutées les 3 hypothèses énoncées concernant les phénomènes en question. La citation d'exemples spéciaux destinés à les confirmer en démontrera également la validité. Je passerai ensuite à l'exposé analytique des phénomènes de poltergeist que je ferai suivre de la synthèse concluante. Chapitre 2. Cas de hantise proprement dite, section auditive. Je rapporterai dans ce chapitre quelques cas de hantise proprement dite d'ordre auditif, dont les épisodes sont en majorité de cette nature, en réservant pour un autre chapitre les cas surtout d'ordre visuel fantomatique. Seulement, en raison de la longueur excessive des récits, je me verrai dans la nécessité de me borner à quelques exemples des 2 groupes. Parfois, même, je ne pourrai faire autrement que de les résumer en partie,
ou bien d'en citer uniquement les passages principaux afin de reproduire toujours intégralement l'ensemble des manifestations et de ne rien enlever de leur efficacité. CSI. Je le tire du deuxième rapport présenté à la Society for Psychical Research de Londres par le comité que cette société avait nommé pour l'étude de phénomènes de hantise et dont faisait partie Mill. Frank Podmore, le PRF, S. Hoog, le révérend W.D. Bushell, le juge Hensley Wedgwood, M. A. P. Percival Keep et le secrétaire de la société, M. Edward R. Pease. Je reproduirai presque intégralement ce premier cas qui n'est pas excessivement long. Les rapporteurs font précéder leur récit des éclaircissements suivants. Le récit qui va suivre constitue un exemple clair et remarquable d'une maison où l'on percevait des bruits de toutes sortes sans qu'on y vît rien. Il a été rédigé par un dignitaire très connu de l'Église anglicane et a été envoyé à notre comité par sa veuve, qui fut témoin des faits relatés et garantit l'exactitude de la narration dans ses moindres détails. Le cas est aussi remarquable par la périodicité des bruits, circonstance assez rare dans les phénomènes de hantise. Voici le récit. Il y a 18 ans environ, ayant terminé mes 2 années de stage après mon ordination au diaconat, j'étais dans l'attente d'un vicariat. Celui qui me fut offert était très étendu, bien qu'il se trouvât dans un lieu écarté, dans le comté de S. Il était administré par un vicaire sans coadjuteur. J'acceptai l'offre et j'allais avec ma femme en prendre possession. Le vicariat était un bâtiment assez vaste, éloigné du village et entouré de 3 côtés d'un pré avec haies, jardin et potager. De l'autre côté, il donnait sur une route qui le séparait de 2 ou 3 pauvres maisonnettes, les seules qu'il y eût dans le voisinage. Les chambres étaient grandes. Tout semblait parfaitement en ordre. Nous fûmes donc ravis de posséder une habitation aussi belle et confortable. Nous étions arrivés au vicariat dans l'après-midi d'un sombre vendredi de février. En travaillant très dur, on était parvenu à rendre habitables 2 ou 3 pièces pour le samedi soir. La nuit étant tombée, nous fermâmes les volets, mîmes le verrou à la porte et allâmes nous coucher, fatigués de 2 jours de travaux manuels. N'ayant pas de domestique, nous avions eu recours au service d'une bonne femme du voisinage. Elle était la seule personne qui dormit avec nous dans le vicariat. Nous étions plongés dans un sommeil profond lorsqu'un bruit épouvantable vint nous réveiller en sursaut. Je sautai de lit, en dressant l'oreille avec anxiété, pendant que ce vacarme formidable semblait s'éloigner et s'éteindre dans le silence de la nuit. Ma femme s'était réveillée non moins brusquement, et tous les deux nous veillâmes dans l'attente que la mystérieuse perturbation se renouvelât, mais notre attente fut vaine. Je pensais naturellement qu'il y avait probablement des intrus chez nous, et, m'étant habillée sommairement, je me mis en devoir de commencer quelques recherches. Mais regardai d'abord l'heure. Il était 2 heures. 5 du matin, circonstance sur laquelle j'attire tout spécialement l'attention. Après avoir inutilement examiné tous les coins de la maison, ainsi que les portes et les fenêtres, je revins me coucher, en m'efforçant de ne plus songer à ce qui s'était produit, quoique la chose ne fût pas facile, puisque ni ma femme ni moi ne pouvions admettre nous être trompés. Ce vacarme infernal avait interrompu brusquement notre sommeil et avait frappé nos sens par une telle suite d'éclats qu'il nous était impossible de douter de sa réalité, et encore moins parvenions-nous à effacer l'impression qu'il nous avait produite. On eût dit le bruit qu'auraient donné des barres de fer précipitées d'en haut sur le parquet. C'était bien un dur son métallique qui dominait ce tapage. En outre, celui-ci s'était prolongé. Au lieu d'arriver à nous d'un point donné, il avait parcouru la maison avec une succession d'éclats terribles qui paraissaient s'entremêler les uns aux autres. Et je n'en parle pas uniquement à cause des impressions de cette nuit, mais en me rapportant à ses caractères constants, car ma connaissance de ce mystérieux tonnerre ne se borna pas à l'expérience de ce dimanche. Naturellement, quand je rentrai dans ma chambre, ma femme et moi songeâmes à nous assurer si la bonne femme qui se trouvait chez nous avait aussi été réveillée par le bruit. Mais comme elle ne semblait pas avoir donné signe d'alarme, nous ajournâmes au lendemain le soin de la questionner.
Le restant de la nuit fut calme. Quand le matin arriva, nous constatâmes que le troisième membre de la communauté avait partagé avec nous l'alarme nocturne. Elle aussi, la bonne femme, avait été réveillée brusquement et avait veillé longtemps, en proie à l'épouvante. Seulement, ce qui s'était produit ne lui paraissait pas aussi étrange qu'à nous. Elle déclara mystérieusement « Je savais tout, mais je n'avais pas encore entendu, et je désire ne jamais plus entendre. » Il paraît que certains bruits couraient à ce sujet dans le pays, mais il ne nous fut pas possible d'obtenir des éclaircissements par notre bonne qui évitait absolument d'y faire allusion. Quand on lui adressait des questions, elle se tirait d'affaire en disant « Ce sont des superstitions ». Elle ne se montra bien franche et résolue que sur un seul point, c'est sur la nécessité soudaine qu'elle avait éprouvée de rentrer chez elle tous les soirs pour garder les enfants. Elle pouvait nous consacrer toute la journée, mais la nuit, elle devait la consacrer à sa famille. Il fallut en prendre son parti et rester seule, la nuit, à garder le vicariat contre les attaques possibles des forces tangibles et des bruits impalpables. Je consacrai le dimanche à mes devoirs religieux, rencontrant, pour la première fois à l'église, mes paroissiens qui étaient accourus en foule. Je les jugeais être une congrégation très attentive et sérieuse, bien qu'ils ne brillassent pas au point de vue de l'intelligence. Je ne pouvais donc m'empêcher de songer à l'invraisemblance qu'il y eut qu'un de ces frustres paysans, aux visages étonnés, tournés vers la chair, se fût rendu coupable envers moi d'une facétie de mauvais genre. Quand le soir arriva, ma femme et moi nous nous trouvâmes seuls au vicariat, assis dans le petit salon, près du feu. Vers 8 heures, nous décidâmes de faire un dernier tour dans la maison, bien que nous eussions pris déjà toutes les précautions possibles. Arrivés dans l'entrée, nous nous arrêtâmes un peu surpris. Tous les deux, nous avions entendu un bruit non équivoque. C'était l'écho d'un pas mesuré qui allait et venait lentement, mais fermement dans le couloir de l'étage au-dessus, sur lequel donnaient toutes les chambres. Il n'y avait pas d'erreur possible, tellement les pas étaient nets et sonores. Je montais l'escalier en courant, un bougeoir à la main. Mais quand j'arrivai dans le couloir, je ne vis rien. Tout était terminé. Aidée de ma femme, je cherchais minutieusement partout et toujours inutilement. Si un vivant s'était trouvé dans le couloir, il n'aurait pas pu disparaître d'une façon aussi énigmatique. Nous recommençâmes à visiter tous les coins de la maison. Nous dûmes enfin nous convaincre que, quelle que fût la cause des pas entendus, une chose était certaine, que nous ne logions pas dans le vicariat des hôtes en chair et os. Je voulus visiter aussi les alentours, et enlevant le verrou, j'arrivai au jardin. Mais aussitôt, je fus rappelé par ma femme, qui avait entendu de nouveau les pas mystérieux dans le corridor. À mon retour, ils avaient déjà cessé, mais ils recommencèrent une fois encore quelques minutes avant d'aller nous coucher. Maintenant, il me faut sincèrement avouer que quand nous rentrâmes dans le salon, ma femme et moi fîmes vaguement allusion à la possibilité d'être tombés dans une maison hantée. Je dois même ajouter que nous ne nous sentions pas assez obstinément incrédules au sujet du surnaturel pour repousser cette possibilité comme étant absurde sans examiner le cas plus à fond. Nous ne parvînmes cependant pas tout d'un coup à cette conclusion. Pour le moment, nous nous bornâmes à reconnaître que les manifestations semblaient assez mystérieuses et pas du tout désirables. Le restant de la deuxième nuit se passa sans incident. Durant 2 semaines environ, nous ne remarquâmes rien de singulier. En attendant, nous avions mis en ordre la maison et avions pris à notre service une robuste paysanne et un garçon de 44 ans. Ce dernier était chargé de surveiller un couple de chevaux et de s'occuper de quelques travaux manuels, mais il ne couchait pas dans le vicariat. Nous continuâmes donc à être 3, sauf dans les cas assez rares où nous arrivaient des hôtes. J'ajouterai que la domestique venait d'un village assez lointain. Il ne nous semblait pas qu'elle eût des connaissances dans le pays. Nous continuâmes durant quelque temps encore sans être excessivement troublés. L'écho des pas inexplicables se faisait bien entendre de temps à autre, mais sans nous inquiéter. Nous avions fini par conclure que, quelle qu'en fût la cause, il semblait inoffensif et ne compromettait pas notre tranquillité. Mais nous ne tardâmes pas à être gratifiés de nouveaux phénomènes assez troublants, dont l'intensité allait en progressant.
Le vicariat était pourvu de vastes mansardes que nous trouvâmes vides et en excellent état. Nous les avions donc utilisées en y plaçant malles, caisses, valises. On y montait par un petit escalier spécial dont on avait fermé à clé la porte aussitôt qu'on y eut placé les malles. Or, il arriva qu'une nuit, alors que nous étions couchés depuis peu et n'étions pas encore bien endormis, on commença à entendre un tapage formidable venant des mansardes. Le sommeil disparut aussitôt de nos yeux. Et ce tapage avait des causes assez vulgaires. C'étaient les malles, les caisses, les valises qui semblaient s'agiter toutes en même temps, en montant les unes sur les autres, retombant sur le plancher, soulevant un brouhaha assourdissant qui ne paraissait pas vouloir finir de sitôt. Une enquête immédiate s'imposait. Nous courûmes tous les deux aux mansardes, mais inutilement, notre présence y avait ramené le calme. Les malles semblaient en ordre parfait, chacune à l'endroit où elle avait été placée. Nous demeurâmes plus embarrassés et humiliés que jamais devant l'impossibilité de résoudre le mystère. À titre de divertissement complémentaire, nous étions aussi gratifiés d'une série de coups très forts, paraissant saluer notre apparition. Ils variaient de mode et de tonalité. Parfois, ils étaient rapides, véhéments, impatients. D'autres fois, ils étaient lents et hésitants. De toute façon, qu'ils appartinssent au premier ou au deuxième type, nous en étions régalés en moyenne 4 nuits par semaine. C'était le phénomène le plus fréquent, à tel point qu'on était rarement déçus en l'attendant. Toutefois, comme ils n'étaient point inquiétants, on ne tarda guère à se familiariser avec eux. À ce sujet, il vaut la peine d'enregistrer une circonstance intéressante. De temps à autre, alors que, dans mon lit, j'écoutais les coups frappés, je me sentais poussé à les apostropher sarcastiquement. Par exemple, je m'adressais à l'agent hypothétique en lui disant « Tais-toi donc, ne dérange pas les honnêtes gens quand ils dorment. » Ou bien je le défiais en lui criant que, s'il avait quelque chose à communiquer ou quelque plainte à formuler, il le fit d'une manière ouverte et franche. Assez souvent, ces remontrances étaient mal accueillies. Alors les coups résonnaient plus fort et se succédaient avec une rapidité vertigineuse. On eût pu les appeler des coups passionnés. Mes lecteurs souriront peut-être en me voyant faire allusion à un rapport possible entre mes remontrances et l'intensité croissante des coups. Je ne puis d'ailleurs pas affirmer nettement qu'il en fut bien ainsi. Je veux seulement constater un fait, celui d'une coïncidence incontestable entre l'intensité des coups et mes phrases de défi. Je m'abstiens de faire des théories en me bornant à exposer des faits rigoureusement contrôlés et honnêtement rapportés. Peut-être s'agissait-il d'une pure coïncidence et pas d'autre chose. Maintenant, on pourrait me demander si les voisins étaient informés de ce qui se produisait entre nos murailles domestiques. Nous n'avons rien laissé entrevoir pendant longtemps, et ceci pour différentes raisons. D'abord, parce que, en parlant dans le pays d'événements aussi mystérieux, on aurait soulevé un tollé général dont le résultat aurait été l'impossibilité pour nous de trouver et de garder une domestique. Ensuite, parce que, ne connaissant presque pas le caractère de nos paroissiens, nous avions pensé que, si la hantise était l'œuvre d'un mauvais plaisant, on aurait découvert les coupables plus aisément en gardant le silence. Et surtout, à la suite de notre apparente indifférence, ils se seraient plus rapidement fatigués. Par conséquent, chaque fois que la domestique, jeune fille énergique et vigoureuse, se permettait de faire timidement allusion à certaines alarmes nocturnes dont elle avait eu à souffrir, nous ne manquions jamais d'éluder la question, de façon à ne pas l'encourager à nous confier ses inquiétudes. Jusqu'ici, je me suis strictement limitée à rapporter ce que j'ai personnellement entendu et constaté. Ma femme et moi-même n'avons connu que les coups frappés, les bruits dans les mansardes, les pas mesurés dans le corridor et l'épouvantable vacarme satanique. Ces phénomènes, qui s'étaient tous fait entendre dans les premiers temps de notre arrivée, continuèrent durant tout notre séjour à C. Et, apparemment, nous les avons laissés en héritage à nos successeurs. Le grand bruit satanique qui avait salué notre arrivée était le plus terrifiant de ces phénomènes, mais aussi le plus rare. On ne l'entendait souvent pas durant plusieurs semaines consécutives.
Mais chaque fois qu'il éclatait en nous éveillant en sursaut et que nous consultions la pendule, nous constations infailliblement qu'il se réalisait à 2 heures, un matin de dimanche. Plus tard, nous pûmes noter d'une façon certaine que le vacarme pouvait se manifester auprès des hôtes de notre maison sans se faire entendre de nous. Sachant fort bien par expérience combien il était formidable quand c'était à nous qu'il se faisait entendre, je considère cette circonstance comme la plus étonnante entre toutes. Voici un exemple de ce que j'avance. Au printemps, commencèrent les visites des parents et des amis. Parmi les premiers arrivés se trouvait une jeune dame, proche parente de ma femme. Nous nous gardâmes bien de lui faire part de nos observations. D'abord, pour ne pas la troubler d'avance, ensuite, parce que nous désirions obtenir un témoignage indépendant et non préconçu sur ces faits. Témoignage qui ne tarda guère à se produire. Après quelques jours, elle commença à nous questionner sur les motifs qui nous déterminaient à exécuter des travaux bruyants aux heures où les autres dormaient. Nos réponses devaient lui paraître bien vagues et insuffisantes. Une ou deux fois, elle demanda si on préparait quelque enterrement, ayant entendu durant la nuit la bêche du fossoyeur creuser la terre juste au-dessous de sa fenêtre. Elle se montrait surprise que le fossoyeur choisit des heures aussi extraordinaires pour exécuter sa macabre besogne. Nous lui assurâmes que personne n'était décédé et que ce qui avait été perçu ne pouvait se rapporter à une bêche creusant une fosse, puisque le cimetière se trouvait de l'autre côté de la maison. Malgré cela, elle continuait à affirmer que le bruit qu'elle avait entendu était bien celui d'une bêche creusant la terre. Je ne doute aucunement de la réalité de ses perceptions, bien que je n'ai jamais entendu moi-même le bruit en question. Une autre fois, elle raconta que, durant la nuit, elle avait entendu quelqu'un se promener dans le corridor, s'arrêtant, ensuite pour frapper à sa porte. Elle avait alors demandé qui c'était et ce qu'on voulait, sans obtenir de réponse et sans que personne n'entrât. Enfin, le matin du premier dimanche qu'elle passa dans le vicariat, aussitôt qu'elle nous vit, elle s'écria « Mais qu'avez-vous donc fait cette nuit? Quel tapage assourdissant! Vous m'avez réveillé en sursaut, et j'aurais couru voir ce qu'il y avait si je n'avais pas eu peur de vos chiens. » J'en fus si troublée que l'envie de dormir disparut aussitôt, et je me mis à la fenêtre pour respirer librement. 2 heures sonnaient à l'horloge de l'église. À ces mots, ma femme et moi échangeâmes un regard significatif. Notre parente avait donc entendu le satanique vacarme du dimanche, qui ne s'était pas fait entendre de nous. Nous mîmes alors notre hôtesse au courant de ce que nous avions entendu nous-mêmes, et nous constatâmes que ces impressions correspondaient parfaitement aux nôtres. Encore un épisode qui se rapporte à des faits constatés par d'autres observateurs. Je n'en citerai pas d'autres parce que je pense que la valeur et l'intérêt de mon récit ne peuvent dériver que de nos observations personnelles. Au commencement de l'automne, nous nous absentâmes durant une quinzaine de jours. À notre retour, la domestique raconta ce qui suit. Un soir, elle s'était rendue au village, laissant le garçon pour garder la maison. Il était assis à la cuisine près du fourneau lorsqu'il perçut nettement le pas mesuré qui allait et venait dans le corridor au-dessus. Il monta pour voir qui était l'intrus et ce qu'il désirait, mais il ne trouva personne. Rentré à la cuisine, il ne tarda pas à entendre de nouveau le même pas lourd et sonore. Alors, il remonta en tremblant l'escalier et regarda encore dans le couloir, mais toujours sans rien voir. Redescendu à la cuisine, il s'assit près du feu. Mais quand, pour la 3e fois, il entendit l'écho des pas mystérieux, il se sentit son sang se glacer de peur et il s'enfuit en courant jusqu'à la maisonnette assez lointaine de ses parents qui écoutèrent avec étonnement l'étrange histoire. Il ne savait rien des manifestations qui se produisaient chez nous. Plus tard, je me décidai à en parler à une vieille et pieuse dame, depuis longtemps malade, dont la maison s'élevait en face du vicariat, de telle façon qu'elle pouvait fort bien le voir de la chambre où elle se tenait couchée. Je la mis au courant des choses mystérieuses qui se passaient chez nous, lui demandant si elle n'avait jamais entendu parler de rien. Elle me répondit qu'elle avait entendu parler souvent de perturbations analogues qui s'étaient produites au vicariat et qui avaient fortement éprouvé quelques-uns de mes prédécesseurs.
Elle ajouta que, de son côté, elle apercevait souvent à travers les lucarnes des luminosités oscillantes et intermittentes qui se déplaçaient à l'intérieur des mansardes. Cette observation n'est pas dépourvue d'intérêt si l'on songe que les locaux supérieurs de la maison n'étaient pas habités, que personne n'y montait, sauf la nuit où l'on entendit le premier vacarme, et qu'il n'y avait qu'un seul petit escalier pour y accéder. La porte en était fermée à clé. La dame en question raconta aussi certains événements qui eurent pour théâtre le vicariat au siècle dernier, et dont elle avait entendu parler par ses parents. Événements qui, s'ils étaient vrais, et si on parvenait à les rattacher comme cause et effet aux manifestations qui se produisaient, aideraient certainement à indiquer la source réelle de ces perturbations. À présent, voici une dernière circonstance qui mérite d'être examinée par ceux qui se proposent de rechercher les causes des phénomènes. Je possédais 2 chiens terriers de race pure, très bons pour la garde de la maison. Une fois, pendant notre séjour à C, on eut à déplorer dans le pays quelques vols et cambriolages nocturnes. Une tentative fut faite aussi contre le vicariat. Mais les chiens veillaient et ne tardèrent pas à donner l'alarme en aboyant furieusement. Je pus ainsi prendre mes dispositions pour dépister les cambrioleurs qui prirent la fuite. Je me suis intéressée à cet épisode afin de noter le contraste du comportement des chiens dans cette circonstance et leur conduite à l'occasion des mystérieux bruits hanteurs. On dira que probablement ils ne les entendaient point, mais il y a des circonstances qui prouvent le contraire. Celle-ci, entre autres, chaque fois que par suite des perturbations, je me décidais à entreprendre les recherches habituelles, je trouvais les chiens blottis dans un coin, dans des conditions pitoyables de terreur. Je puis affirmer avec certitude qu'ils étaient les seuls individus de la maison qui s'en effrayaient le plus. Quand ils n'étaient pas en laisse, ils couraient à la porte de notre chambre et y restaient blottis en gémissant tant qu'on ne les en chassait pas. Nos observations s'étendirent sur une période de 12 mois, après lesquels je fus nommé bénéficiaire dans un autre pays d'Angleterre et je dus renoncer au vicariat. Nous le quittâmes sans trop de regrets, espérant pouvoir désormais dormir sans trouble. Nous aurions seulement voulu avoir découvert les causes des manifestations, Proceedings of the S.P.R., volant 2, page 144. Bien que le cas ci-dessus puisse être considéré comme l'un des plus simples du genre, on trouve déjà en lui les principaux traits caractéristiques des phénomènes de hantise proprement dite, tels que les circonstances de l'audition souvent électives des bruits, par conséquent de leur nature subjective ou hallucinatoire, de l'intelligence se manifestant dans les coups frappés plus ou moins vivement ou rapidement, du fait que les phénomènes se montraient indépendants des personnes habitant la localité hantée, puisque la hantise était antérieure à l'arrivée du vicaire et avait persisté après lui, de l'existence d'événements dramatiques ou d'événements de mort ou de traditions en ce sens, coïncidant avec l'origine de la hantise et en rapport avec les manifestations. Enfin, de la participation des animaux à la perception des phénomènes. On y rencontre en outre une singularité assez rare dans les phénomènes en question, à savoir la périodicité de quelques-uns d'entre eux. Dans notre cas, il s'agissait du vacarme satanique, se réalisant toujours à 1 heure et à une date fixe, et plus exactement à 2 heures du matin le dimanche. Cette périodicité montre de manière irréfutable l'existence d'une intention quelconque dans l'agent hanteur, ce qui sert à éliminer plusieurs hypothèses proposées pour expliquer les manifestations. Par conséquent, si l'on parvenait à recueillir un nombre suffisant d'incidents semblables, il revêtirait une très grande valeur théorique favorisant l'hypothèse spirite. Mais pour le moment, ces faits sont rares, à telle enseigne que, dans l'introduction de cet ouvrage, j'ai fait noter comment, sur un total de 374 cas recueillis, on rencontrait à peine 7 incidents analogues. De toute façon, bien que n'étant pas nombreux, ils ne peuvent qu'avoir leur poids dans la balance des probabilités théoriques pourvu qu'ils soient bien constatés. Il ne semble pas qu'on puisse douter de celui que nous venons d'exposer. Cas 2. Il a été publié en 2 fois par les Annales des sciences psychiques dans les années 1892 à 1893.
C'est un cas fort intéressant dont la narration présente l'avantage de consister en un journal rédigé aussitôt au moment où se produisaient les phénomènes, ce qui élimine toute probabilité d'erreur mnémonique. La publication du journal, avec l'abondante documentation qui l'accompagne, remplit 40 pages des annales. Je devrais donc me limiter à reproduire ces principes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.